Voilà, chers amis, je vais donner la parole en vous remerciant tous et toutes d'être là, en saluant le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui est toujours à nos côtés, chacune et chacun d'entre vous. Donner la parole à Jean-Luc Chenu, président du département d'Ille-et-Vilaine, qui nous accueille. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Nathalie Apparet, qui est la maire de Rennes, et qui nous accueille dans ce merveilleux endroit dans lequel vous avez pris place et que vous allez découvrir tout au long de la journée. Mon cher Jean-Luc, merci de ton accueil. Et on va regarder, on va voir comment l'Ille-et-Vilaine, elle est pas vilaine, mais elle est très belle. Je suis une terre de Bretagne. Singulière, jouant des accords pluriels. Libre et aventurière, je navigue au fil des courants. Les vents bravés par les marins courageux, les élans de nos capitaines audacieux. L'énergie vibrante qui fait battre les cœurs. Notre côte, sculptée par les plus grandes marées d'Europe, s'habille d'émeraude. J'ai libéré les fleuves, les rivières, creusé les lits des marais, des étangs. Et les eaux généreuses sillonnent toutes mes terres. Ma terre, cultivée, soignée, chérie par des femmes et des hommes, tous brétiliens passionnés. J'ai dessiné les vallées de schiste rouge, créé les landes pourpres. Les forêts se sont dressées, des dalles merveilleux. Les fées ont inscrit leur légende dans nos pierres et leur magie s'est répandue sous nos cieux. J'ai insufflé aux hommes le désir de voir grand. Nous avons ouvert les routes, construit les ponts. Et je suis fière d'accueillir de nouveaux visages, émue de voir s'écrire leurs histoires. Les bâtisseurs engagés ont édifié nos cités. Les créateurs s'en inspirent. Les talents visionnaires imaginent l'avenir. De la force de leurs liens, ils font de moi une terre bretonne innovante, toujours en mouvement. Je suis un département ardent et vibrant, l'incarnation d'un esprit ouvert, curieux et solidaire. Je suis l'Ille-et-Vilaine. Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, cher Dominique Bussereau, Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la maire de Rennes, chère Nathalie Apparet, Monsieur le Président du Conseil régional, cher Loïc Chesnais-Girard qui va nous rejoindre, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de Rennes Métropole, cher Emmanuel Coué, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les partenaires de ce congrès, Mesdames, Messieurs, à ce stade, Monsieur le Président, je formule le vœu que demain, vous qui ouvrirez nos débats, vous pourrez ajouter Madame et Monsieur les ministres. En préambule, je me permets d'adresser en votre nom à tous une pensée particulière à nos collègues et aux habitants
des départements affectés par de graves intempéries, et en particulier au département de l'Aude, où le bilan humain a été particulièrement dramatique. Cher André, nous sommes tous à tes côtés. C'est pour moi et mes collègues conseillers départementaux brétiliens un plaisir et un honneur de vous accueillir, nombreux à l'occasion de ce 88e congrès de l'Assemblée des départements de France, à Rennes, capitale de l'Ille-et-Vilaine et capitale de la Bretagne. Permettez-moi de saluer par anticipation l'arrivée imminente de Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher. Nous pouvons de nouveau compter sur sa présence constante, solide et rassurante à nos côtés pendant ce congrès. Je salue aussi François Barouin, président de l'Association des maires de France, qui va nous rejoindre dans quelques instants, et Hervé Morin, président de Région de France, qui nous retrouvera en début d'après-midi. Par leur présence, ils marqueront la solidité de l'Alliance des territoires actée il y a quelques semaines à Marseille. J'adresse aussi des salutations cordiales et républicaines au préfet Christophe Mirmand. Sa promotion, à côté de ce lundi, à l'éminente fonction de secrétaire général du ministère de l'Intérieur, nous prive d'une présence toujours appréciée, même si je sais que cet état de relation n'est pas toujours celui qui prévaut dans tous nos territoires. À ce jour, ce sont plus de 1000 congressistes qui ont annoncé pour ce temps fort leur présence, tant d'échanges et de débats, ce qui témoigne de l'intérêt que cet événement suscite. Il semble bien, et pas seulement selon les organisateurs, les chiffres de la police sont convergents, que le record établi l'an passé à Marseille, lors du congrès organisé avec brio par notre collègue Martine Vassal, soit d'ores et déjà dépassé. C'est déjà une grande réussite pour la cause des départements. Un grand merci à toutes et tous. Bravo pour votre présence. Merci à Dominique Bussereau et aux collègues du bureau d'avoir bien voulu accueillir favorablement la candidature brétilienne que je m'étais autorisé à vous proposer il y a déjà bientôt 2 ans. C'était alors un acte combinant audace et confiance raisonnée, car le magnifique site qui nous accueille aujourd'hui était alors d'abord un vaste chantier. Je veux, sous le contrôle d'Emmanuel Coué, saluer le travail de ces équipes qui ont su parfaitement surmonter les difficultés multiples d'un projet emblématique conçu par Jean Guervilliers. La conduite de ce chantier d'une complexité hors norme a été brillamment assurée par 2 femmes, directrices et chefs de projet, Michel Leloir et Karine Martin. Je souligne cela car nous avions fait à Marseille le constat partagé de nos marges de progrès au niveau de la parité, notamment pour les prises de parole lors des tables rondes et des ateliers. Je pense à ce stade pouvoir dire que ce congrès, sauf défection de dernière heure, marquera des avancées significatives sur ce plan. Nous pouvons d'ores et déjà inscrire cela à l'actif du bilan de cette édition, tout en affirmant la volonté de faire encore mieux l'année prochaine. Le couvent, décidé par le duc Jean IV il y a plus de 700 ans, a réussi une métamorphose spectaculaire et occupe désormais une place et des fonctions privilégiées, au cœur de Rennes et au service du rayonnement et de l'attractivité de tout le territoire. Cet ancien édifice religieux, dédié à la méditation et à la contemplation, est désormais devenu un haut lieu du débat public et de la citoyenneté. Il fallait aussi un peu d'audace, et on n'a pas manqué de me le faire remarquer, pour proposer de tenir dans l'ancien couvent des Jacobins un congrès résolument girondin, laïque et républicain. Nous ne savions pas alors, fin 2016, que la dialectique centralisation-décentralisation retrouverait l'acuité et l'actualité qui sont les siennes aujourd'hui. D'autres ont aussi observé qu'il faut de l'audace et de l'optimisme pour imaginer conjurer le sort et faire en sorte que la formule « Congrès de Rennes » ne soit plus synonyme de cacophonie, de joute oratoire, d'une aménité parfois mesurée. La CFDT, qui tenait en juin dernier son 49e congrès national, nous a ouvert la voie et vient de nous démontrer que ce domaine, comme dans d'autres, l'heure n'est ni au fatalisme ni à la résignation. La preuve est faite, on peut réussir un grand et beau congrès à Rennes. J'adresse aussi tous mes remerciements aux 40 partenaires de cet événement, dont 12 partenaires locaux qui contribuent au quotidien au dynamisme et à la vitalité de nos territoires. Vos engagements
à nos côtés, nous aide grandement à faire vivre ce grand rassemblement des départements de France. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux équipes de l'Assemblée des départements de France et du département d'Ille-et-Vilaine, pleinement mobilisées depuis des mois. Messieurs les directeurs généraux des services de l'ADF et du département d'Ille-et-Vilaine, vous voudrez bien leur transmettre ce message de reconnaissance pour l'engagement, le professionnalisme, l'esprit collaboratif dont elles ont constamment su faire preuve. À ce stade, il est d'usage pour le président du département qui accueille de dire quelques mots de son territoire. Je dirais tout d'abord que nous avons la chance d'être positionnés à une extrémité d'un arc qui, de Rennes à Montpellier, en passant par Nantes, Bordeaux, Toulouse, bénéficie de beaucoup d'atouts et qui nous oblige. Nos difficultés principales sont souvent celles liées à l'accompagnement de la croissance, mais je mesure aussi que ces problématiques sont infiniment plus gratifiantes que celles qui font le quotidien de très nombreux territoires. Ce constat conduit nécessairement à l'humilité, tant sont importantes les disparités et les inégalités constatées. L'Ille-et-Vilaine a de la chance. 11 à 12 000 habitants supplémentaires chaque année, 5 à 600 nouveaux collégiens, une métropole capitale régionale attractive, près de 72 000 étudiants, des villes moyennes, un littoral, une agriculture performante, premier département pour la production de lait, pour la production de viande de veau, des pôles d'excellence dans les domaines de la recherche, du numérique, de l'innovation, de l'automobile, de la santé. Paris, désormais à 1h25 de Rennes. Les Brétiliens, ces Bretons de l'Est de la péninsule armoricaine, seront bientôt 1 100 000. Moins expansifs que nos amis méridionaux, on nous dit parfois taciturnes, voire têtus. C'est faux. La réserve et la retenue ne sont pas la distance. La pondération de l'expression n'est pas la faiblesse des convictions. Et la persévérance n'est pas l'entêtement. Nous sommes, certes, d'autant plus persévérants et déterminés que les causes que nous défendons sont justes, comme le sont celles des départements. Dire cela, ce n'est pas se complaire dans une attitude de Gaulois réfractaires, même si on peut légitimement considérer que le village d'Astérix, en bord de Manche, n'est pas très loin d'ici. La cause des départements est juste, car c'est d'abord celle des proximités et des solidarités. Personnes âgées, handicapées, dépendantes, protection de l'enfance, mineurs non accompagnés, revenus de solidarité active, insertion, éducation, développement équilibré des territoires, soutien au monde rural. Le département est chaque jour sur tous les fronts des solidarités qui permettent à des millions de nos concitoyens de ne pas basculer dans la relégation et l'exclusion sociale. Le département est le lien, parfois fragile, qui préserve le socle d'une cohésion sociale indissociable de l'idéal républicain. Aujourd'hui, nous sommes sans doute à la croisée des chemins. Nos inquiétudes s'accroissent, les questions sans réponse s'accumulent. Le président Bussereau, les présidents de nos groupes y reviendront très certainement et rediront l'urgence de la situation et l'impératif de réponse enfin à la hauteur des problèmes posés. Qu'il s'agisse des allocations individuelles de solidarité ou de la prise en charge des mineurs non accompagnés, les départements sont prêts à assumer toutes leurs responsabilités dès lors que l'État nous en donne les moyens. Il y a un an, à Marseille, le Premier ministre assurait que la spécificité des départements serait prise en compte pour la contractualisation qui était alors en débat. Si cette spécificité a été reconnue, ce n'est certainement pas dans le sens que nous attendions. Ainsi, en moyenne, près de 85% des budgets des départements sont soumis aux contraintes de la contractualisation, alors que ce taux tombe à 60%, 65%, mais parfois moins, pour les métropoles et pour les grandes villes. Seulement 7% des départements ont obtenu une clause de majoration démographique. Faut-il voir dans cet encadrement renforcé et ce faible taux d'éligibilité la reconnaissance annoncée de nos spécificités, Monsieur le Président? Ces dernières années, les collectivités locales en général et les départements en particulier ont, dans un esprit de responsabilité, apporté une contribution considérable à la réduction des déficits publics.
En Ille-et-Vilaine, entre 2014 et 2017, les dotations reçues de l'État sont passées de 174 millions à 119 millions, soit une perte de 55 millions, alors que sur la même période, nos dépenses sociales à caractère obligatoire progressaient de 50 millions. Sur le plan de la réforme de la fiscalité, nous avons pris acte de la décision relative à la suppression de la taxe d'habitation. Les départements n'ont pas vocation à être les variables d'ajustement d'un débat qui ne doit concerner que l'État d'un côté, les communes et les intercommunalités de l'autre. Sur ce point, je salue la position de l'Association des maires de France, exprimée avec la plus grande fermeté par son président François Baroin. Avec d'autres présidents de départements, j'ai pu entendre, il y a également quelques semaines, la présentation par le président de la République du plan de lutte contre la pauvreté. Dans de nombreux domaines évoqués, des départements ont déjà pris des initiatives qui devraient utilement inspirer les réformes à venir. Il en va ainsi de la proposition de loi déposée pour obtenir le droit d'expérimenter pendant 2 ans un revenu de base, initiative portée à ce jour par 19 départements et qui reste bien sûr ouverte à tous ceux qui pourraient les rejoindre. Il en va de même pour les questions relatives à la simplification des minima sociaux, à la lutte contre le non-recours, au renforcement de l'accompagnement pour le retour à l'emploi. Tous ces sujets sont au cœur de nos missions et du quotidien de nos équipes, dont les compétences reconnues peuvent être mobilisées avec profit et dont je salue de nouveau le professionnalisme, l'engagement et le sens du service public. Malheureusement, les contours du dispositif sont aujourd'hui beaucoup trop imprécis pour pouvoir nous positionner nettement sur ces réformes. Qui fait quoi et surtout, qui finance quoi? Ces questions cruciales restent aujourd'hui largement sans réponse. Dans ce domaine comme dans d'autres, la loi de finances et les lois de finances à venir seront les vrais moments de vérité. D'ores et déjà, nous devons redire avec force que les départements ont vocation à être les premiers partenaires de l'État, tant dans la conception que dans la mise en œuvre de ces politiques. Une approche qui réduirait nos collectivités au rôle d'opérateurs techniques agissant pour le compte d'eux constituerait une régression majeure et serait vouée à l'échec. Je veux aussi redire que pour ce qui concerne la relation département-métropole, constructive et sereine en Ille-et-Vilaine, aucun modèle, fût-il lyonnais, n'a vocation à être imposé en dehors de la libre volonté des parties. Le contrat unilatéral ne peut pas devenir un mode ordinaire de gouvernance. Le combat mené par nos collègues des 5 départements les plus exposés, que je salue, pour éviter des fractures territoriales lourdes de conséquences, est nécessairement le combat de tous les départements. Dire cela, ce n'est pas, comme on l'entend trop souvent, camper sur des positions passistes ou corporatistes. Nos collectivités démontrent en permanence leur capacité à s'adapter pour assumer leurs responsabilités et faire face à de nouveaux enjeux sociétaux sans cesse évolutifs. Dire cela, c'est faire le constat que la proximité et l'ancrage territorial sont les meilleurs garants de l'efficacité globale des politiques publiques et aussi que c'est le sens de l'histoire. Dire cela, c'est aussi affirmer notre attachement indéfectible à la décentralisation et à ses acquis institutionnels et démocratiques. Notre République, dont l'article 1 de la Constitution dit qu'elle est décentralisée, ne saura répondre aux enjeux internationaux, climatiques, économiques, sociaux, sociétaux, du moment qu'en restaurant la confiance et un dialogue respectueux entre l'État central et les élus locaux, ce qui exige d'en reconnaître la pleine légitimité. Tel est le sens de l'appel de Marseille pour les libertés locales. C'est un appel républicain, transcendant les clivages politiques ordinaires, à l'instauration d'un dialogue équilibré avec l'État à tous les niveaux, et dire cela, c'est aussi dire bien sûr au plus haut niveau de l'État. Nous sommes des élus responsables et disponibles pour aborder sereinement tous les problèmes, toutes les questions qui font débat, avec la volonté d'en favoriser la résolution. Nous savons qu'une confrontation État-collectivité locale n'apportera aucune réponse aux attentes légitimes de nos concitoyens, et en particulier aux plus fragiles. Même si les nuages s'accumulent, pas aujourd'hui, et d'ailleurs c'est assez rare en Bretagne, formulons le vœu que ce 88e congrès de l'Assemblée des départements de France soit celui d'une réelle inflexion, trop longtemps attendue, du gouvernement dans sa relation au territoire.
Mais comme le pire n'est jamais certain et que nous sommes collectivement mobilisés pour l'éviter, je vous souhaite à toutes et tous un très bon congrès, un congrès utile pour les justes causes que nous défendons et un très bon séjour en Ille-et-Vilaine où nous sommes heureux et fiers de vous accueillir. Merci. Et je vais proposer à Nathalie Appéré de prendre la parole. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de l'ADF, cher Dominique Bussereau, monsieur le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, cher Jean-Luc Chenu, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de conseils départementaux, monsieur le président de Rennes Métropole, cher Emmanuel Couette, monsieur le défenseur des droits, mesdames et messieurs, en vos noms, titres et qualités que nous savons nombreuses. Degemermat, bienvenue à chacune et à chacun. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans notre ville pour ce moment important de débat, de dialogue, de mobilisation que représente votre congrès, non seulement pour l'ADF, pour les départements, mais aussi pour notre pays. Notre pays qui est, disons-le, profondément attaché à ces départements, à leur géographie, à leurs identités, à leurs numéros même, que l'on aime encore bien souvent égrener. Notre pays qui sait surtout ce que nous vous devons au quotidien. Vous êtes les filets de sécurité de notre cohésion, les partenaires des réussites de nos territoires, les garants, aux côtés des plus fragiles, des plus modestes, du pacte qui nous tient ensemble en République. Et vous représentez, contrairement à certaines caricatures éculées, non pas la France du passé, mais celle de l'innovation, celle du déploiement du très haut débit, celle des maisons de santé, celle de l'expérimentation du revenu de base, cher Jean-Luc. Et vous prouvez que l'institution départementale, 200 ans après sa création, près de 40 ans désormais, après les lois de fer, n'a rien perdu, ni de sa pertinence, ni de la confiance de nos concitoyens. Je ne doute pas, Monsieur le Président, que votre congrès vous permettra d'affirmer des solutions pour les départements de France, mais aussi pour toutes les collectivités qui composent, de l'État à la plus petite des communes, le paysage français. Votre association pluraliste devrait être inspirée par ce que j'aime appeler un esprit breton. Nous savons, quand il le faut, nous rassembler au-delà des étiquettes politiques et mener des combats communs au nom de l'intérêt général. C'est tout ce que je vous souhaite pour votre congrès de Rennes, dont je voudrais remercier très amicalement, très chaleureusement, Jean-Luc, d'en avoir été à l'initiative. Cette invitation marque de la plus belle des manières l'année d'inauguration de notre centre des congrès, cher Emmanuel. Le couvent des Jacobins symbolise de notre point de vue les mutations profondes que notre ville, notre territoire, est en train d'accomplir. Pendant plusieurs siècles, et Jean-Luc l'a dit, ce lieu avait été l'un des grands centres intellectuels et politiques de la Bretagne. C'est d'ailleurs ici précisément, que furent scellées les alliances définitives de la France et du duché de Bretagne par les fiançailles, à quelques mètres d'ici, d'Anne de Bretagne. Mais au fil des époques, cette histoire s'était un peu perdue dans les mémoires et ces bâtiments que vous découvrez aujourd'hui ont été abandonnés jusqu'à ce que nous décidions avec la métropole et d'ailleurs aussi, soulignons-le, avec l'aide du département, de redonner à ce patrimoine ses fonctions, son esprit et cette modernité qu'il avait pu incarner. Cette renaissance est en quelque sorte un peu emblématique de l'accélération de notre ville. Et je pense que, en sillonnant les rues, vous en aurez vu quelques illustrations et quelques chantiers. En l'espace de quelques mois, Rennes a vu la mise en service de la ligne à grande vitesse, grâce à laquelle Paris a la chance d'être désormais à 1h25 de Rennes, avant l'inauguration d'une nouvelle gare à la fin de l'année
et l'ouverture en 2020 d'une nouvelle ligne de métro. Après des années peut-être un peu plus difficiles, je dirais que nos feux sont passés au vert. Notre taux de chômage est l'un des plus bas des métropoles, notre croissance démographique est la seconde plus forte des grandes villes françaises. Mais jamais, jamais, nous n'oublions les devoirs que cette dynamique exceptionnelle, impulsée d'ailleurs avec la région, cher Loïc Chenet-Girard, et avec le département, nous crée. Cette dynamique, elle nous oblige. Elle nous oblige à l'humilité, elle nous oblige à la solidarité, elle nous oblige à l'équité. Les métropoles, parce que, cher Emmanuel, c'est bien ainsi qu'on les présente parfois, ne sont pas des îlots dont le seul horizon serait européen ou mondial. Nous sommes d'abord et avant tout au service de nos habitants et des territoires plus larges qui nous entourent, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent et que nous devons en retour soutenir. Et même si Rennes n'est pas concernée aujourd'hui par le projet qu'évoquait Jean-Luc Chenu de fusion département-métropole, permettez-moi de vous dire néanmoins que je vois dans le modèle lyonnais, pour ma part, fut-il d'ailleurs très adapté à l'époque à Lyon, un risque néanmoins d'une simplification en trompe-l'œil, au risque de l'émiettement territorial et peut-être une course solitaire au détriment de territoires déjà fragilisés. Au transfert de compétences, je préfère les partenariats, comme ceux que nous avons multipliés, cher Jean-Luc, avec le département, ainsi que la construction de solidarités nouvelles, de proximité avec les territoires périurbains et ruraux. C'est d'ailleurs ce que notre métropole, Emmanuel, a pu initier très concrètement sur la question, par exemple, des mobilités. Le renouvellement des coopérations horizontales entre collectivités doit aller de pair avec un changement de paradigme des liens verticaux qui nous lient à l'État. Après la poussée de fièvre jacobine de ces derniers mois, et ce n'est pas Monsieur le Président du Sénat que je salue qui me démentira, chacun peut, je crois, se féliciter des signes d'apaisement que multiplie le gouvernement. L'appel de Marseille semble avoir été entendu et nous nous en réjouissons. Nous le devons aux efforts du président Bussereau et de l'ADF, que je tiens à saluer, comme je veux aussi, d'ailleurs, très honnêtement, rendre hommage à la qualité d'écoute de Madame la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités. Alors, les rendez-vous manqués, les propositions ignorées ou les tentatives de remise en cause des libertés locales seraient derrière nous. Tant mieux. Regardons maintenant l'avenir et imaginons ensemble une république peut-être encore plus que contractuelle, une république partenariale, une république de l'expérimentation, de la différenciation, de la coopération autour d'objectifs et de projets partagés. Elle ne pourra ni se construire sur les vieux réflexes de l'État Bercy, ni sur les facilités d'un match Paris-Province qu'avouons-le, nous avons parfois tendance un peu à surjouer. Vous avez sans doute été interpellé, comme je l'ai été, par cette étude IFOP Ouest France, parue le mois dernier, dans laquelle 60% des sondés affirment que l'État et le gouvernement ne laissent pas suffisamment de pouvoir aux régions, aux départements, aux communes. Et en même temps, que 41% se disent prêts à confier la direction du pays à un pouvoir autoritaire. Je crois que ces deux chiffres résument l'urgence des défis qui nous animent. Ce n'est plus l'État qui a besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire, c'est la démocratie elle-même face aux risques populistes. J'ai plaidé pour ma part, en vain, dois-je l'avouer, dans le cadre des débats de la loi Elan, pour une contractualisation entre État et collectivités à égalité de légitimité qui puisse faire émerger des stratégies partagées, des stratégies intégrées. Mais malgré cet échec provisoire et relatif, je continue à penser que cette démarche pourrait être généralisée dans de nombreux domaines
qui nécessitent une mobilisation collective. La transition écologique, la lutte contre la vulnérabilité et les exclusions, l'accueil des migrants qui nous oblige, ou la prévention de la délinquance. Sur tous ces sujets, nos petites républiques sont essentielles, vitales même, à la grande. C'est, je n'en doute pas, le message que vous porterez pendant ces 2 jours avec la force et l'intelligence collective qui sont celles de vos 104 collectivités. Et je ne le dis pas parce que c'est votre congrès et que je serai dans une forme de figure imposée. Je le dis parce que nous croyons viscéralement, profondément, aux collectivités comme un maillon entre citoyens, entre territoires, d'autant plus fondamental que des forces minent notre cohésion. Mesdames et messieurs, chers amis, vous l'aurez compris, je vous souhaite un excellent congrès à Rennes, je vous souhaite même un excellent congrès de Rennes. Un congrès pour construire une décentralisation confortée, réinventée, en quelque sorte réenchantée. C'est un vaste et ambitieux programme, mais j'ai la faiblesse de penser que vous avez trouvé le cadre idéal pour l'accomplir. Très bon séjour à Rennes et très bon congrès. Merci beaucoup. Chers amis, je suis heureux, après Jean-Luc et Nathalie, de vous accueillir. Je voudrais saluer le président du Sénat, Gérard Larcher, qui nous a rejoints, accompagné du représentant du préfet de région, monsieur le secrétaire général. Resaluer mon ami Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui est toujours fidèle et qui trouve en nous des alliés lorsqu'il s'agit de parler des enfants ou de toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté. Quelques remerciements, même si Jean-Luc Chenu les a portés avec talent. Remerciements, bien sûr, aux équipes du département d'Ille-et-Vilaine, autour d'Alain, leur directeur, pour la belle organisation dans ce lieu. Remerciements, bien sûr, à Emmanuel, le président de l'agglomération, et à Nathalie pour nous accueillir ici dans un endroit terminé, propre, neuf, qui sent bon, mais qui en même temps sent l'histoire. Et remerciements, bien sûr, au président de la région, Loïc, en lui disant que voilà, nous sommes heureux de voir ici la région, le département, la métropole, la ville, les élus départementaux, les parlementaires. Ça montre bien, en effet, comme le disait Nathalie, que les Bretons savent s'unir sur l'essentiel. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont inventé les bonnets rouges avant que d'autres inventent les gilets jaunes. On voit bien la force et la puissance bretonne capable de faire reculer le président de la République et même Ségolène Royal. Moi, j'y suis jamais arrivé en Poitou-Charentes. En tout cas, c'est un moment important. Comme le disaient hier plusieurs de nos collègues lors des réunions préparatoires de nos groupes et de notre bureau, nous ne sommes pas des départements sur la défensive. Nous sommes des départements en forme, forts, en train d'installer le très haut débit dans tous nos territoires, en liaison avec les grands ou les petits opérateurs, vivant la solidarité. Tout à l'heure va s'exprimer au nom de son groupe notre secrétaire général, André Viola, qui vient de subir dans l'Aude les pires choses qu'un département et qu'un territoire puisse vivre. Et on a bien vu dans ce cas-là, le département il est là, sur les routes, sur les réseaux, avec ses pompiers, avec liaison avec les communes. Et puis je remercie aussi, André le redira, mais tous les collègues présidents de département qui ont voté des délibérations pour venir en aide au département de l'Aude, qui nous a fait beaucoup de peine lorsqu'on observait les images. Et moi qui ai vécu Xynthia et la tempête de 99, naturellement, ça rappelait de terrifiants souvenirs. Donc des départements qui sont en forme et qui, comme ici, à Rennes, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, travaillent la main dans la main avec les autres collectivités. C'est cette histoire absurde de parfois certains technocrates ou journalistes parisiens d'écrire les départements sont en bagarre avec les intercos, et puis après les intercos veulent prendre la place des départements près des régions. Tout ça, c'est du délire centralisateur, parce qu'en réalité, sur le terrain, on fait tout ensemble. On construit ensemble des réseaux, on finance ensemble des équipements, ici la LGV, on est ensemble pour gérer les systèmes éducatifs, les écoles, les collèges, les lycées, participer par les contrats de plan État-région au développement de nos universités. Voilà, les collectivités locales sont ensemble dans les départements et les régions, et ensemble au niveau national. Et vous le verrez tout à l'heure avec
la venue, le président du Sénat est un peu notre grand protecteur, notre grand vizir, si je ose dire ça, mais personne n'est is no good, Gérard, ne t'inquiète pas. Les présidents des maires, François Baroin, et le président des régions de France, Hervé Morin. Et nous signerons d'ailleurs cet après-midi ensemble la Charte des territoires unis, qui n'est pas une alliance contre l'État, mais qui est une alliance pour la décentralisation. Et pour dire, après la grande période Mitterrand de fer, après la grande période Chirac-Raffarin, 81, 82, 2003, 2002, 2003, il faut aujourd'hui, dans ce quinquennat, une nouvelle période, une grande période, un grand travail de décentralisation. Alors, puisque j'ai dit quinquennat, j'ai fait allusion naturellement au président de la République. Il nous a reçus il y a moins d'un mois, Gérard Larcher et moi, et nous avons, complicité amicale, échangé nos notes pour faire une sorte de relevé de décision. Le président a pris devant nous des engagements. Il ne les a pas pris à la légère. Il y avait son Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée, Jacqueline Gouraud, qui sera là vendredi matin, président du Sénat, et mon modeste que je suis parmi toutes ces hautes personnalités, et on a pris tout ça en note. Et il y a des engagements d'une nouvelle période, ce que dit très bien le président du Sénat dans son interview à Ouest France ce matin, d'une nouvelle période, d'une nouvelle ère de relations avec les élus locaux. Et nous n'avons pas de raison de ne pas croire à la période présidentielle. Nous pensons que les choses devraient s'améliorer. Et en charentais, on dit « tout chapti va loin ». Ça veut dire bon, et on voit bien que ça peut aller loin, mais pour l'instant, c'est un peu tout chapti dans ce que l'on va recevoir. En tout cas, nous avons eu hier un courrier du gouvernement, je le dis aux collègues qui sont arrivés ce matin, nous faisant un certain nombre de propositions sur la solidarité sociale, donc nos allocations individuelles de solidarité, sur les MNA, et puis sur quelques autres pistes. Grosso modo, ce que nous avons examiné hier avec les différents groupes politiques et notre bureau, c'est de dire il y a un acompte, il y a une étape, un progrès, mais comme disait le grand syndicaliste qui était André Bergeron, le compte n'y est pas. Donc il y a un compte, mais il faut alimenter le compte. C'est pas parce que nous sommes des pleurnicheurs, des demandeurs d'argent public, c'est parce que nous menons des politiques au nom de l'État. Quand nous versons le RSA, quand nous versons la part aux personnes âgées, quand nous versons la prestation de compensation de handicap, nous le versons pas pour le département d'Ille-et-Vilaine ou tout autre, nous le versons pour la République, pour l'État, au nom de la solidarité entre l'État et ses citoyens. Donc il faut que l'État en tienne compte et que les chiffres soient à la hauteur des défis. Les allocations individuelles de solidarité, 18 milliards et 6 millions d'euros dans les chiffres les plus récents, les 600 millions d'euros. L'État nous en verse la moitié. Ça veut dire que nous, départements, au nom de la solidarité nationale, mais en appelant nos contribuables départementaux à la rescousse, dans nos budgets de fonctionnement, par ailleurs coincés par le 1,2, nous versons la moitié de cela. Et donc, quand nous demandons un effort pour les départements en difficulté, ce n'est pas que nous quémandons, c'est que nous demandons de l'argent à l'État que l'État devrait nous donner. Dans les propositions qui nous sont faites, on nous propose un fonds d'urgence en fin d'année, qui sera reconduit pour 3 ans. Ça, c'est pas mal, parce que jusqu'à présent, les gouvernements, quels qu'ils soient, nous faisaient un fonds tous les ans dans le projet de loi de finances, mais avec un chiffre de 115 millions qui, naturellement, est très loin des besoins, y compris des 20 ou 25 départements qui sont le plus en difficulté. Hier, le président de la République tenait conseil des ministres à Charleville-Mézières, 2e département de France pour la pauvreté, 28%. Beaucoup de travailleurs pauvres, puisqu'il y a une grande désindustrialisation à Charleville-Mézières et dans la vallée de la Meuse. Donc beaucoup de retraités pauvres qui perçoivent l'APA. Et puis, voilà, pas beaucoup de droits de mutation. Hein. Ce n'est pas dans les Ardennes qu'on construit beaucoup de résidences secondaires, sauf dans les Ardennes belges. Moralité, il y a 20 ou 25 départements qui ont besoin de cette aide. Alors on nous dit qu'aux 115 millions de ce fonds s'ajouteront 135 millions du plan pauvreté, qui deviendront 177, puis 208. Nous avions compris que le plan pauvreté, il était fait pour des actions nouvelles. Alors là, il y a besoin d'explications, mais je pense que Jacqueline Gouraud nous les donnera vendredi matin en dialoguant avec un certain nombre de nos collègues. Après, nous avions pris une décision historique. Je vois ici un certain nombre de présidents de départements, en particulier du centre et du centre-est de la France, qui ont des difficultés,
ou même dans ma région, je pense au Lot-et-Garonne et bien d'autres, je pense au Cantal, à la Corrèze, à la Creuse. On est d'accord pour mettre en place une péréquation horizontale. C'est-à-dire qu'on est d'accord, départements les plus à l'aise pour aider les départements les moins à l'aise. Nous avions demandé pour ça au Premier ministre de pouvoir augmenter légèrement les droits de mutation pour pouvoir créer un fonds qui permettrait de mettre plusieurs centaines de millions d'euros au service des départements les plus pauvres. On nous accorde ce fonds à hauteur de 250 millions d'euros en projet de loi de finances, en projet de loi de finances rectificative, mais sans accouski fiscal, c'est-à-dire sans cette petite possibilité de ressources supplémentaires qui permettait de se faire. Ça pose difficulté, c'est un sujet que nous aborderons avec la ministre vendredi, mais voilà, on a une envie folle à la RDF de faire cette péréquation volontaire, avec nos propres critères, mais si on ne nous aide pas un peu, la chose va être difficile. Deuxième sujet, les mineurs non accompagnés. Mineurs non accompagnés, 25 000 l'an passé, il y en aura plus de 40 000 cette année. Ils arrivent par l'Espagne de manière très, très forte. Nous avons obtenu du gouvernement Cazeneuve, puis du gouvernement Philippe au printemps un certain nombre de mesures nouvelles. Dans les propositions qui nous ont été faites hier, il y a un petit peu d'argent supplémentaire. Il y a aussi une politique régalienne qui se met en place en termes de fichier national et de lutte contre les passeurs. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions, chers collègues. Pour l'instant, alors que le président de la République m'a dit à plusieurs reprises que l'État en prendrait 100%, nous étions à 14,8%. Et avec les mesures nouvelles de la lettre des ministres d'hier, nous sommes à 17. Alors certes, c'est un progrès. Certes, 17 est un beau numéro de département. Mais il n'empêche que nous sommes quand même encore loin du compte. C'est donc une petite avancée. Je termine en 3 points sur nos points de vigilance, mais le président du Sénat les connaît mieux que nous. Du printemps, la réforme fiscale. Réforme fiscale, oui, la réforme fiscale, mais il nous reste un seul impôt, une part du foncier bâti, pas question qu'on nous la prenne. Nous voulons une autonomie fiscale, parce qu'il n'y a pas de collectivité, territoriale, quelle qu'elle soit, si elle n'a pas d'autonomie fiscale. Donc, oui à la réforme, on se mettra autour de la table avec l'AMF, avec l'ARF, avec l'État, mais on n'a pas envie de se faire déposséder. Et d'ailleurs, même un institut aussi indépendant que Standard & Poor's a montré que ce serait une terrible affaire, contracyclique si la croissance diminuait, que les départements perdent leur autonomie fiscale sur le foncier bâti. Contractualisation, certains ont signé, d'autres n'ont pas signé, une majorité de départements n'ont pas signé, ceux qui ont signé l'ont fait parfois parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, certains parce qu'ils y croyaient, et c'est bien normal. N'empêche qu'on nous met dans les 1-2 des dépenses de l'État. Les AIS devraient être hors contractualisation. Dans la lettre des ministres, on nous sort les MNA de la contractualisation. Très bien. Mais il y a beaucoup de choses à revoir. Le président s'y est engagé devant nous, cher Gérard, et ça, c'est aussi un des travaux du printemps, comme la fiscalité locale. Les métropoles, Jean-Luc les a bien évoquées. Oui, quand c'est un mariage d'amour. Oui, quand Martine Vassal, présidente de la métropole, dit oui à Martine Vassal, présidente du département. Et quand Martine Vassal, présidente du département, dit oui à Martine Vassal, présidente de la métropole, mais quand les deux collectivités ne sont pas d'accord, quand seuls les présidents de métropole sont reçus à l'Élysée et pas les présidents de département, ça s'appelle du mariage forcé. Et dans la loi française, c'est du domaine des assises. Donc il ne faut pas rester dans ce système, il faut dialoguer, et là où les gens sont volontaires, faire les choses ensemble. Enfin, nous souhaitons que le printemps soit l'occasion de toiletter la loi NOTRe. Je dis au président du Sénat qui a préparer un instrument législatif, une proposition de loi en ce sens, non pas pour remettre en cause les compétences, je le dis à Loïc, entre les régions, les départements, il ne s'agit pas de faire le grand soir de la loi NOTRe, mais il y a des tas de choses qui sont maladroites, ce que Sébastien Lecornu appelle des irritants. Et quand on a un irritant, il faut mettre de la pommade et corriger, et c'est ce que nous souhaitons et demandons. Voilà tout ce dont nous allons parler au cours de ce congrès. Et nous allons maintenant entendre, avec beaucoup de bonheur, les 2 présidents de nos groupes, André Viola pour le groupe de gauche et François Sauvadet, qui vont préciser les positions de nos collègues, comme je viens de le faire à l'instant. Et puis ensuite, nous conclurons cette séquence de politique générale avec l'intervention du président du Sénat, que je remercie encore une fois de sa présence. Bon congrès, vive Rennes, vive l'Ille-et-Vilaine, vive la Bretagne, vive les départements de France.
Bien, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'ADF, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, merci pour cet accueil. Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents de conseils départementaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Madame le maire de Rennes, Monsieur le Président de la métropole, Monsieur le défenseur des droits, Mesdames, Messieurs. Avant de débuter mon allocution, je souhaite vous faire part de mes remerciements. Vous le savez, l'Aude, mon département, a vécu une des plus grandes catastrophes naturelles de son histoire, affectant principalement le bassin carcassonnais. Un phénomène d'une intensité plus forte qu'en 1999 et surtout imprévisible nous a frappés très durement. Devant l'ampleur des dégâts, 15 victimes, des milliers de familles ne pouvant plus vivre dans leurs maisons, des ponts, des routes endommagées ou détruites, il a fallu nous mobiliser. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de vous remercier pour tous vos messages de soutien, votre solidarité et vos dons pour reconstruire ce territoire qui mettra de longs mois à se relever. Venons-en au congrès qui nous réunit aujourd'hui. C'est une séance un peu particulière à bien des égards. Loin de moi, ça a déjà été fait, d'émettre un quelconque parallèle avec un lointain congrès de Rennes des années 90, dont la conclusion, reconnaissons-le, ne fut pas à la hauteur pour nombre d'entre nous. Ce clin d'œil à l'histoire de mon parti en fera sourire certains, mais il nous rappelle ô combien que les débats, mais aussi la construction d'une vision claire est indispensable à notre démocratie. Aujourd'hui, nous voici de nouveau réunis pour notre congrès annuel, dans une configuration inédite s'il en est. Une séance particulière, je vous le disais, car elle contient une charge symbolique et une force politique qui dépassent largement les frontières de notre association. Aujourd'hui, mais aussi demain, ce sont les 101 départements de France qui se réunissent pour faire passer ce message simple. Nous voulons prendre toute notre place dans le débat sur l'avenir de nos territoires dont nous sommes les représentants démocratiquement élus. Durant cette dernière année, nous avons eu, bien sûr et comme à l'accoutumée, des divergences, quelques désaccords. Certains ne changeront sûrement jamais. C'est d'ailleurs rassurant et ce qui fait la richesse de la démocratie de notre pays. Mais je veux dire que, peut-être plus encore ces derniers mois, nous avons partagé sans ambiguïté un même objectif, celui de démontrer que le département est une collectivité remarquable à bien des égards et qu'il est nécessaire qu'il puisse continuer à l'être. C'est un instant particulièrement solennel car peu nombreux sont ces moments où tous les élus, de gauche comme de droite, se retrouvent autour d'exigences communes. Je l'affirmais lors de notre rencontre de Marseille, qui a pesé et pèsera dans l'avenir des relations avec l'État. Eh bien, à l'occasion de cette rencontre de Marseille, je le disais, le gouvernement actuel n'a son actif, pour l'instant, qu'une réussite au niveau des collectivités, c'est celle d'avoir réussi à tous nous réunir, gauche et droite, communes, départements et régions, pour préserver l'action que nous menons dans nos territoires face au manque de considération que nous subissons depuis pratiquement 2 ans maintenant. Des paroles, nous en avons, à profusion même, mais nous ne nous paierons plus de mots. Notre mouvement a le mérite de dépasser les clivages. Les uns et les autres, en fonction de nos engagements, nous portons des projets politiques différents. Mais au-delà, nous sommes attachés à un bien commun, la volonté d'agir au service de nos concitoyens et l'impérieuse nécessité de relations solides, fiables et indispensables avec le gouvernement qui nous donneront les moyens de conduire ce projet politique. C'est de cela dont il s'agit.
Alors maintenant, je ne vous propose pas de remettre les compteurs à zéro. Nous l'avons déjà tenté et il faut être deux pour le faire. Mais de nous poser les seules questions qui vaillent. Elles sont, selon moi, au nombre de 4. La première question, la méthode du gouvernement jusqu'à aujourd'hui est-elle bonne pour la France, bonne pour les Français? Je réponds non. Compte tenu de la gravité de la situation, je pense que ce congrès a un caractère tout à fait exceptionnel. J'ai eu l'occasion, comme d'autres, d'aller dans de nombreux départements et partout, j'ai entendu le même message, un message d'inquiétude, mais aussi souvent de colère. Bien sûr, ce sont les annonces, ou peut-être devrais-je dire la cacophonie, qui jusqu'à aujourd'hui nous ont été proposées. Cacophonie parce que, pour l'essentiel, les annonces et les actes remettent en cause 35 ans de décentralisation et d'action concrète sur nos territoires. Et je l'affirme sans embâche, aussi bien la forme que le fond sont pour moi contestables. Sur la forme, ces réformes ont pour socle le dénigrement et pour méthode l'opacité. Le dénigrement, je crois que les uns et les autres, ils nous excèdent. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans que dans les collectivités locales, les élus soient mis en cause. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je le redis. Je veux rappeler au gouvernement que derrière ce qu'il appelle, très justement d'ailleurs, la cohésion des territoires, se cache autre chose qu'une enveloppe budgétaire à raboter. Il se cache autre chose qu'une vision purement contractuelle et en définitive purement arithmétique de nos actions. Il se cache aussi autre chose que la volonté de diviser les strates de collectivités et de reconcentrer les décisions. Ce rôle de cohésion des territoires, c'est celui des services publics, de l'État et des collectivités territoriales. Il est le garant de l'indispensable équilibre des valeurs fondamentales et universelles de la République, du pacte républicain qui fonde notre vivre ensemble. Aux côtés de l'État, le département incarne, par son histoire, par ses compétences, la nécessaire continuité du pacte républicain et l'indispensable renouvellement perpétuel de son application. Alors non, le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas eu la bonne méthode. Il faut en finir avec les déclarations combinatoires, les réunions secrètes, les demandes de plus d'intervention, de solidarité, d'accueil, en nous corsetant financièrement. Il faut arrêter d'évoquer le financement des AIS sans le début d'une solution acceptable, autre que de la péréquation horizontale que nous sommes prêts à faire, mais qui ne sera jamais suffisante à elle seule. Les sujets sont nombreux, urgents, nous les connaissons tous. Je le dis au gouvernement, nous voulons des preuves et des actes. J'en viens à la deuxième question. Sommes-nous, collectivités locales et départements au premier chef, porteurs d'innovation et de solidarité indispensables à notre pays? Je réponds oui. Chef de file des solidarités humaines, nous investissons chaque jour dans des politiques de solidarité parce que nous croyons sincèrement qu'elles sont une chance et une ressource pour nos territoires. Chef de file des solidarités territoriales, nous soutenons les communes pour permettre à chacun de bénéficier de services publics de qualité, quel que soit son lieu de vie. Bref, nous créons les conditions indispensables qui permettent à chaque Français de prendre conscience qu'il appartient à un collectif. C'est l'essence de la République et de l'universalisme. Pourtant, la petite musique que nous serions des collectivités dépassées et du passé plane toujours. Quelle erreur! Au contraire, plus que jamais, nous construisons chaque jour la France solidaire et humaine de demain. Depuis 1982 et les lois de décentralisation, nous développons des savoir-faire irremplaçables. Nous osons des innovations sociales et écologiques pionnières. Nous engageons des expérimentations audacieuses. Confrontés aux évolutions de nos compétences et à celles des attentes et des besoins de nos territoires, nous avons su adapter nos politiques publiques depuis 30 ans.
et nous serions dépassés. Nous créons chaque jour des liens humains nouveaux, de l'activité économique locale et un espoir pour des personnes qui n'en ont plus. Nous réinvestissons les zones blanches de services publics, urbaines comme rurales. Nous portons les maisons d'accessibilité des services au public. Nous soutenons les maisons de santé. Nous permettons la couverture en téléphonie mobile. Nous construisons la France du très haut débit, des tableaux connectés, de la domotique, des réseaux responsables, des pratiques numériques de demain. Et nous serions du passé. Ce qui m'amène à la troisième question. Faut-il poursuivre en 2018 sur la voie de la décentralisation? Ma conviction est bien évidemment oui. La décentralisation a représenté une conquête démocratique décisive. Grâce à elle, on est passé du jacobinisme technocratique traditionnel à une vraie démocratie territoriale de proximité. Dans ce processus, la qualité de la gestion publique a été améliorée. Il y a aujourd'hui un consensus assez large pour dire qu'en termes d'inventivité et d'efficacité, les collectivités ont surpassé l'État dans la gestion des politiques publiques. D'une manière générale, nos collectivités fonctionnent et les services publics qui dépendent d'elles sont partout assurés. Et tout cela pour un coût qui reste parfaitement maîtrisé. Les collectivités territoriales, les nôtres y compris, malgré les difficultés que nous connaissons, sont beaucoup moins endettées que l'État alors qu'elles assurent plus de 70% de l'investissement public. Nous sommes des décentralisateurs. Nous sommes attachés au principe constitutionnel fondamental de libre administration des collectivités. Nous sommes attachés à nos missions. Nous comptons les mettre en œuvre comme nos majorités l'entendent, guidés par l'intérêt général de nos territoires et respectant les lois votées par la représentation nationale. C'est pour cela que les citoyens nous ont fait confiance, pas pour exécuter le budget suivant les orientations du gouvernement. Nous nous opposons donc formellement à toute intervention de l'État dans l'élaboration et l'exécution de nos budgets. Inutile de dire que la logique des contrats et l'instauration d'un taux directeur unique pour toutes les collectivités de 1,2% ou même plus pour les dépenses de fonctionnement sont inacceptables et contraires à ces principes. Au final, la décentralisation, c'est plus de démocratie, plus de proximité et au total, plus d'efficacité. On ne peut pas opposer vigueur du débat démocratique et efficacité de l'action publique. L'exemple de notre organisation territoriale montre que les deux sont complémentaires. Parce que la décentralisation a imposé le contrôle de l'action publique par des élus confrontés au débat citoyen, elle a permis à la France d'entrer dans l'ère de la démocratie réelle. Voilà les acquis de la décentralisation, plus de démocratie et plus d'efficacité. Enfin, quatrième questionnement, sommes-nous porteurs d'une réponse alternative? Je réponds encore oui. Je crois que notre organisation institutionnelle aurait beaucoup à gagner d'une série de réformes qui se concentrent sur l'essentiel. Il faut mettre fin à la recentralisation qui s'est imposée ces dernières années. Les collectivités locales doivent reconquérir leur autonomie financière, ce qui signifie que leurs ressources doivent être très majoritairement issues de la fiscalité et non de dotations de l'État ou d'autres collectivités. Cela impose une réforme fiscale pensée en amont pour restaurer cette autonomie financière et non pour répondre à des promesses très mal préparées. Enfin, et on peut remercier le président Barouin pour les propos qu'il a eus à Marseille et de dire que nous irions ensemble pour discuter de cette réforme fiscale et non pas les uns contre les autres comme on voudrait nous y amener. Enfin, les dépenses qui relèvent de la solidarité nationale, le RSA, l'APA, la PCH et aujourd'hui, plus qu'hier, les MNA, doivent dès aujourd'hui relever d'un engagement financier direct et important de l'État, plus important que ce qui nous est proposé à l'heure actuelle. Mes chers collègues, affirmons-le,
les départements sont les acteurs quotidiens d'une France résolument tournée vers l'avenir. Mais dans une République décentralisée, pour permettre la pérennité d'une telle synergie, l'État doit faire confiance dans la capacité d'agir des collectivités. Le premier marqueur de cette confiance, c'est de leur garantir les moyens de leur indispensable action de proximité. Pourtant, le gouvernement, depuis qu'il est aux responsabilités, multiplie les décisions qui fragilisent cette confiance. Nous, les présidentes et présidents de départements de gauche, que j'ai l'honneur de représenter, demandons au Premier ministre et à la ministre Jacqueline Gourault d'enfin rétablir cette confiance, mais dans le respect de certaines règles. Dans l'ancien monde, comme dans le soi-disant nouveau, co-construire une relation de confiance se fait dans un cadre commun. Alors, pour conclure, posons 2 très rapides questions essentielles. Le gouvernement est-il prêt à cesser les décisions brutales comme celles prises depuis le début du quinquennat? Et enfin, le gouvernement est-il prêt à définir des lignes claires et formuler des propositions précises concernant le financement pérenne des 3 allocations individuelles de solidarité et plus précisément du RSA, en respectant les lignes rouges des départements? Cela fait 2 ans, presque maintenant, que les départements travaillent et font des propositions à ce nouveau gouvernement. Ce congrès doit nous permettre d'avancer. Nous attendons du gouvernement qu'il fasse des propositions rapides, honnêtes et concrètes. Alors très simplement, j'ai envie de faire mien ce vers de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Il faut que pendant ces 2 jours, nous luttions tous ensemble pour faire évoluer le cours des choses. Il faut que nous enflions la voix pour qu'elle porte jusqu'à l'Élysée, qu'on nous entende et qu'enfin le dialogue nécessaire, la négociation indispensable nous permettent de donner un avenir à nos territoires et des réponses à nos concitoyens. Je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat, merci d'être là. C'est important que vous soyez à nos côtés dans ce débat que nous avons engagé avec le gouvernement. Je salue aussi François Baroin, dire qu'on a apprécié sa solidité dans la période qu'on vient de traverser, parce qu'il n'a pas cherché à trouver une solution suite à la suppression de la taxe d'habitation pour les seuls maires. Il a bien montré par son engagement que nous étions tous ensemble, dans le même bateau, pour faire face à des défis qui sont considérables. Je veux aussi saluer bien sûr celui qui nous accueille, Jean-Luc. J'imagine le travail que ça représente pour tes équipes. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à tous ceux qui travaillent à nos côtés, au quotidien, dans des services qui sont essentiels à la population. Et cher Jean-Luc, tu nous as reçus, tu nous reçois bien. Alors, j'ai vu un clin d'œil, je le dis à Madame le maire, Monsieur le Président de la métropole, un vrai clin d'œil de nous rassembler dans un couvent. Bon, je pense que quelques laïcards en trouveront quelques commentaires à faire, mais dans un couvent, en plus, des Jacobins. Bon, moi je vous fais une suggestion. Après ça, il faut vraiment que vous requalifiez la salle, le couvent des Girondins. En tout cas, c'est beau. C'est beau. Alors, je me suis assuré d'une chose, c'est que tout le monde s'était bien mis dans cette rénovation d'un bâtiment qui est exceptionnel, Madame la maire. Et j'ai appris que le département avait lui aussi un peu financé, donc ça montre bien la solidité aussi des relations pour les grands projets. En tout cas, merci à toi, Dominique. Merci à André qui vient de s'exprimer. Merci surtout à vous tous qui êtes là. Je crois que c'est sans doute l'un des congrès les plus importants qu'on ait tenu à tenir. D'ailleurs, vous êtes venus très nombreux. Et si vous êtes tous là, ça illustre bien que nous avons des préoccupations fortes. Pas pour nous-mêmes. Des préoccupations pour l'avenir même de notre pays, de ses territoires, celui dans lequel nous vivons, ceux dans lesquels nous vivons. C'est un des plus importants congrès, Monsieur le Président du Sénat, parce que nous sommes en première ligne, les départements d'enjeux, qui sont des enjeux de société considérables. Et ça ne nécessite pas simplement un engagement des élus locaux, ça nécessite un engagement de la France. Pas l'État sans les collectivités, pas l'État contre les collectivités.
le défi des solidarités, le vieillissement de la population, la grande dépendance. C'est aussi le sort qu'on va faire à nos aînés. Et comment on va régler cette problématique qui est à la fois un défi, mais une formidable chance que je regarde personnellement avec un grand intérêt, plus le temps passe. La perspective de vieillir plus longtemps est bien. Maintien à domicile, l'accueil dans nos EHPAD, dans nos établissements. La précarité aussi. Dans une période de croissance, on constate dans nos départements, de plus en plus de familles sont en difficulté. Il ne faut pas sous-estimer le débat que nous avons à l'heure actuelle sur le carburant, sur la nécessité pour nos compatriotes de pouvoir rejoindre leur lieu de travail quand le pouvoir d'achat devient compliqué. Et donc, ce sont des débats qui sont des débats lourds. La précarité avec son corollaire, et nous le connaissons tous dans nos départements. La protection de l'enfance, monsieur le défenseur des droits. Je suis heureux aussi que vous soyez là à nos côtés parce que nous travaillons beaucoup avec Josiane Avenard, qui est la défenseur des droits de l'enfant. Oui, la précarité souvent, des destins d'enfants qui basculent dans l'horreur. Voilà les défis devant lesquels nous sommes placés. Et puis la désespérance des territoires ruraux. Phénomène d'agglomération, Madame la maire, avec les difficultés aussi que nous avons dans nos quartiers sensibles, de sécurité, d'insécurité plus précisément. Donc c'est ça les défis devant lesquels nous sommes placés. Et c'est la raison pour laquelle, sur tous ces défis dans lesquels nous sommes placés, nous, en première ligne, par nos compétences, aux côtés des maires, François, eh bien ce sont ces défis auxquels il faut faire face. Et l'actualité récente l'a montré, cher André Viola, lorsqu'il y a eu ce drame dans l'Aude. D'ailleurs, le changement climatique est une question qui est devant nous. Ses conséquences qui peuvent être lourdes. Moi, d'abord, j'ai été fier de te voir comme élu local, président d'un département, assumer avec beaucoup de courage, de ne pas céder à la désespérance quand d'autres tes compatriotes ont été frappés par ce drame. Tu as fait preuve d'une vraie solidité. Et en même temps, pour reprendre un mot à la mode, quand j'ai regardé qui était sur le terrain, bien sûr, monsieur le secrétaire général, l'État, mais qui était physiquement sur le terrain, qui était sur le pont, les élus locaux, nos pompiers, nos centres routiers, nos services départementaux. Alors je le dis, cette connaissance du terrain, cette présence territoriale, c'est une chance, monsieur le président du Sénat, c'est une chance pour la France. La solidarité aussi a joué entre nous et je veux vous saluer chacun parce que c'est aussi un bel exemple que nous avons donné de ne pas laisser l'un de nos collègues seul face à la difficulté, même si l'État, bien évidemment, a été présent au plus haut niveau. Oui, les attentes de nos territoires n'ont jamais été aussi vives. J'allais même dire aussi ardentes. Jamais les incompréhensions aussi n'ont été aussi fortes sur les politiques conduites, les atermoiements. Alors que les besoins sont criants et que tout le monde le constate, on nous plafonne nos dépenses, qui est en réalité un plafonnement de nos budgets. On rajoute des ambitions, des objectifs dont on sait par avance qu'ils seront difficilement finançables et en tout cas inatteignables au seul échelon départemental. Alors au nom du groupe DCI, Droite Centre Indépendant, je veux tirer la sonnette d'alarme. Je ne le fais pas par commodité, je préférerais ne pas avoir à le faire. Mais tirer la sonnette d'alarme parce que 30% aujourd'hui pratiquement de nos départements sont dans l'incapacité de faire face financièrement aux charges qui nous sont imposées et devant lesquelles on nous laisse parfois trop seuls. Voilà la réalité devant laquelle nous sommes placés. Et demain, ce chiffre va doubler, tripler si on ne fait rien. Voilà l'enjeu. Alors évidemment que la solidarité doit jouer entre nous. C'est ce que tu as rappelé tout à l'heure, Dominique. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la péréquation horizontale. Solidarité entre les départements qui bénéficient d'un tissu économique, et donc de ressources, et puis les autres. Nous y sommes prêts. Nous l'avons dit. Notre groupe DCI l'a dit. Mais je tiens à affirmer tout aussi fortement que la solidarité nationale ne peut pas s'exonérer de sa propre responsabilité pour assurer la cohésion sociale et territoriale de notre pays, la France. Ça fait des années que la situation se dégrade et que les départements sont appelés à financer la solidarité nationale. Récemment encore, nous annonçons un grand plan pauvreté. Bien sûr que l'on est prêt à s'y engager. C'est notre responsabilité première aux côtés des communes. Mais il revient au président de la République, revient au gouvernement de s'assurer des moyens financiers mobilisables pour en permettre la faisabilité. Parce que c'est ce fossé entre les annonces et les possibilités que se creuse le lit des populismes.
Et on ne peut plus continuer comme ça, systématiquement, annoncer, refiler le bébé du financement aux territoires quand les ressources de ces territoires ne le permettent pas. Quand je dis refiler le bébé, c'est parce que j'ai entendu le président dire « moi, Bibi », donc bon, voilà. Alors il y a une urgence à régler la question du financement des allocations individuelles de solidarité. Et je le répète, c'est une urgence de vie, c'est une urgence pour les missions et la conception des missions que nous devons faire. Derrière, c'est des personnes âgées, derrière, c'est des enfants maltraités, derrière, c'est de la précarité. Voilà l'enjeu qui est derrière les allocations individuelles de solidarité. Ce n'est pas des chiffres simplement, ce sont des réalités de vie territoriale. Il y a une urgence à régler le problème des MENA, mineurs non accompagnés. Le phénomène migratoire embolise notre aide sociale. Je vous le dis, monsieur le secrétaire général, nous sommes dans une situation qui va devenir intenable. D'ailleurs, vous le savez vous-même, puisque dès lors qu'ils ont plus de 18 ans, vous avez toutes les difficultés à les accueillir, à permettre des lieux d'hébergement et de protection. Mais on ne peut pas continuer. Là encore, il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table pour voir les conditions dans lesquelles nous allons assurer avec humanité, mais avec responsabilité aussi, ce fait migratoire qui va devenir, et qui est devenu insupportable parce que nous ne savons plus comment faire pour les accueillir dans nos départements. Et on a eu des témoignages dans nos réunions de groupe hier de tous les bancs et dans notre réunion de bureau. Donc il y a une question là qui est un phénomène qui est extrêmement préoccupant. Donc on ne peut pas rester dans cette situation. On l'a dit au gouvernement, il faut se mettre autour de la table avec un vrai dialogue. Alors le vrai dialogue, moi je le dis simplement, ça ne peut pas être ce qui s'est passé, c'est vous prenez ce qu'on vous donne et circulez, il n'y a rien à voir si vous ne prenez pas. Ce n'est pas comme ça qu'un dialogue se fait entre responsables publics qui sommes conscients ensemble des défis devant lesquels nous sommes placés. Donc j'appelle de mes vœux, comme l'a fait le président Bussereau et comme tu l'as fait André, un vrai dialogue. Mais un vrai dialogue, ça passe déjà par arrêter de pointer du doigt les collectivités systématiquement. Enfin, franchement, alors, monsieur le président Barouin s'en est ému, et nous tous, quand il y a eu le hashtag « Balance ton maire », enfin, franchement, c'est insupportable. Quand on était désigné pour les augmentations de fiscalité, c'était insupportable, parfois même. Bon, allez, j'arrête parce que, comme il paraît que ça va mieux, il ne faut pas trop en rajouter, mais enfin quand même, que des membres du gouvernement pointent du doigt les hausses. Enfin, on respecte les libertés locales, à tout le moins. Donc, mais il y a aussi cette petite musique, d'ailleurs, qui a inspiré le plafonnement, mais ça vaut pour un certain nombre d'autres secteurs périphériques, notamment les agences de l'eau. Petite musique qui fait comme si, plus on était en proximité, moins on savait gérer. Moi, j'étais ministre de la fonction publique, je t'ai succédé d'ailleurs, François. Je demande à voir, hein, précisément, et à expertiser. Eh bien non, je veux le dire d'ici, de cette tribune, monsieur le Premier ministre, la proximité, ce n'est pas favoriser le populisme. La proximité, ça évite le populisme. Voilà la réalité. Alors oui, on a assumé, tu l'as rappelé, toutes les compétences qu'on nous a confiées, y compris les stratégies d'avenir. Vous avez allumé pour que je termine. Enfin, je vais terminer, mais j'ai envie de dire 2 ou 3 trucs encore. Bon, je veux dire qu'on a assumé toutes les responsabilités qu'on nous a confiées, y compris même lorsqu'on nous a retiré des moyens financiers de manière extrêmement lourde dans les précédents gouvernements. Mais où en serait-on, par exemple, dans le déploiement du numérique, du très haut débit, dans la lutte contre la exclusion, si on n'avait pas pris le manche, nous les départements? On nous parle d'avenir. Très haut débit, c'est la porte d'entrée du XXIe siècle pour les territoires ruraux. On a fait largement la preuve de nos capacités à assumer, et quand nous parlons tout simplement des difficultés devant lesquelles nous sommes placés, c'est l'expression des attentes de nos territoires et de nos habitants. Voilà. Derrière tout ça, je crois que vous savez, il y a une vision de la France qui est en jeu, et que nous défendons une vision de la France. On ne peut pas fonder le dessein d'un grand pays comme le nôtre sur le fait exclusivement métropolitain. Laisser les politiques d'agglomération se poursuivre et voir que dans un certain nombre de secteurs, il n'y a plus d'espoir, ou en tout cas, on s'inquiète terriblement pour l'avenir. Ben ça vaut le coup qu'on en parle avec le gouvernement. Et nous, par notre connaissance des territoires, par notre connaissance des attentes, je le dis, les départements sont une nouvelle chance pour la France. Une nouvelle chance à saisir. Alors voilà, on connaît les nécessités de maîtrise de la dépense publique. Bon, en un an, franchement, moi j'étais très déçu, parce que bon, je n'étais pas un des premiers à me mettre en marche. Hein. D'ailleurs, je regarde toujours la direction. Hein.
a priori. Mais quand j'ai vu le congrès de Versailles, le président de la République, monsieur le président du Sénat, qui nous disait, il dénonçait une centralisation jacobine. Il nous disait qu'il faut trouver ensemble des moyens d'adapter nos politiques aux réalités locales et donner davantage de latitude aux collectivités. Voilà ce qui était dit. À notre congrès de Marseille, vous y étiez, on attendait du Premier ministre des réponses concrètes, puisque c'était fixé le cap. Mais bon, on a attendu. Et on attend encore un peu. Alors on espérait que ça allait évoluer dans l'année, notamment sur les financements. On a cru aboutir à un accord en juin dernier, un accord à minima. Et puis là, nuitamment, le Premier ministre a claqué la porte de toutes les négociations parce qu'on avait osé dire que nous, collectivités locales, nous élus, nous présidents de département, nous ne sommes pas d'accord avec la mise sous tutelle de nos collectivités, avec le plafonnement de nos dépenses, pas d'accord avec un pseudo-contrat qui allait nous asphyxier littéralement. Parce qu'on a des dépenses obligatoires qui sont bien supérieures à 1,2% et qui sont bien supérieures aux 2% qu'on nous autorise. Voilà la réalité. Alors il a fallu que tout le monde se réunisse. Merci. Merci Dominique. Merci François Baroin. Merci Hervé. Merci aussi de votre implication, Monsieur le Président du Sénat, parce que je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts. Bien voilà, il faut que ça bouge. Alors ça a bougé un peu, il y a un nouveau ministère de la cohésion, on a même un ministre des collectivités locales qui est venu épauler la ministre. Bon, mais il faut vraiment que ça bouge, vraiment. Pas simplement de nous mettre un interlocuteur, il faut aussi qu'il ait des choses à nous dire pour l'avenir. Il faut que les incertitudes fiscales, tu l'as dit, soient vite levées. Moi, je vais faire très simple. Pas touche au foncier bâti des départements. C'est le seul impôt qui nous reste sur lequel on a encore des possibilités. Et à quoi ça sert d'exercer des responsabilités si on nous dit voilà ce que vous avez à dépenser, voilà le plafond de ce que vous devez faire. Bientôt, on va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Ce n'est pas la liberté locale. Voilà, je ne reviendrai pas donc maintenant sur ce plan. On a reçu un courrier hier. On l'a tous examiné avec un grand intérêt. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait une avancée, en tout cas le souci de montrer que voilà, on voulait travailler ensemble, mais il faut vraiment qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire, c'est pas simplement, on peut discuter, y compris les montants qu'on nous propose, par rapport aux enjeux qui sont devant nous, sans qu'on dise vous prenez ou vous prenez pas. Si vous prenez pas, terminons, on remballe. C'est pas ça une discussion, ça s'appelle une discussion de pistolet sur la tempe. Non, on veut pouvoir discuter au fond des moyens financiers dans les enjeux, dans un cadre budgétaire qui est contraint, nous le savons tous, on a été membre d'un gouvernement. On sait très bien qu'il faut veiller aux dépenses publiques. Voilà, il y a encore beaucoup de points évoqués, mais j'ai cru comprendre que j'étais commencé à être long puisque la lumière est arrivée. Pour conclure, voilà, je le dis au gouvernement, on n'est pas là pour prendre ou laisser. L'enjeu, c'est finalement d'avancer ensemble au service du pays. Et je vais terminer par un mot, vraiment terminer. Un mot, c'est l'unité. Oui, notre unité dans le respect de nos diversités. Et en disant cela, je dis que cette réalité-là, c'est une nouvelle chance donnée à la France de nos territoires. C'est un peu le sens de l'appel de Rennes qu'on lance aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, faites confiance aux élus des territoires. Faites confiance aux territoires. Faites confiance à la vraie décentralisation, celle qui permet à chacun d'assumer ses responsabilités au plus près des citoyens, au service d'un seul objectif, la réussite de la France, de toute la France. Merci aux deux présidents des groupes de l'ADF de leur contribution. Je vais demander à Jean-Luc Chenu de nous rejoindre également. Et Monsieur le Président du Sénat, j'ai le grand bonheur de vous accueillir. C'est vous qui allez conclure cette matinée d'ouverture politique de notre congrès. Nous rentrerons cet après-midi avec François Baroin, que je salue fraternellement, et Hervé Morin dans les dossiers. Mais il y a un moment où le « là » doit être donné. Et vous êtes, Monsieur le Président du Sénat, le chef de la chorale. Je vous cède donc le pupitre. L'orchestre n'a pas encore les instruments, mais ils sont à votre disposition. Madame le maire de Rennes, dans sa commune,
présidente de la métropole, monsieur le secrétaire général qui représente madame et monsieur le préfet, puisqu'on est en période de transition et on est en un temps paritaire pour le secrétaire général, je voudrais bien sûr saluer le président du département d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenu, saluer le président de la région Bretagne, et bien sûr nos présidents qui sont là. Bien sûr, Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, François Baroin, qui représente l'ensemble des maires de France, 35 544, et Hervé Morin qui nous rejoindra en début d'après-midi. Saluer les deux présidents des groupes de l'Association des départements de France, avoir vraiment un clin d'œil de sympathie et de solidarité pour André Viola. J'étais avec lui dans son département le 14 septembre dernier, autour d'une commune qui avait vécu un premier drame, Trèbes, et qui a connu un second drame. Et je dois dire que c'est là où on voit que la proximité est quelque chose d'essentiel. Vous saluez, mes chers collègues, présidentes et présidents de conseils départementaux, mes chers collègues parlementaires, chers collègues élus, Jacques Toubon, défenseur des droits, et les directeurs généraux et les directrices générales des services des départements. En fait, on se retrouve souvent. Je ne sais pas si je donne le là, mais je vois que les musiciens ne sont pas encore là. Et donc, je vais essayer de vous faire part de mes sentiments. Ce congrès de l'Assemblée des départements de France, le 88e, intervient à un moment politique particulier. Il intervient, ce congrès, 4 mois après le retrait de la Conférence nationale des territoires, Monsieur le Président, de votre association, de l'Association des maires de France et de Régions de France. Sur fond de malaise dans le dialogue entre État et collectivités, et du ressenti, et pas que du ressenti, Madame la maire, dans la réalité d'une recentralisation en marche. 1 mois et demi après le lancement de Territoires unis à Marseille, marqué par un appel à la défense des libertés locales, souvent vanté par le gouvernement qui prône la différenciation territoriale, mais en réalité bridé par un corset financier, certes modernisé dans sa forme, mais au fond encore plus serré qu'auparavant, et par des attitudes que j'ai alors qualifiées de verticales. 3 semaines après un remaniement ministériel qui a notamment pour objectif de permettre au gouvernement de renouer enfin le dialogue avec les collectivités sur des bases plus positives, sur des bases saines. Et en particulier pour les départements, dans ce cadre, de trouver d'ici votre congrès des solutions à 2 sujets majeurs de préoccupation immédiate. Les 2 présidents les ont évoqués, chacun à leur manière, notamment la question des mineurs non accompagnés et des allocations individuelles de solidarité. Le président de la République, et pas simplement sur nos notes, cher Dominique Bussereau, s'y est engagé devant nous 2 le 16 octobre dernier à l'Élysée. Nous avons eu alors le sentiment qu'il avait entendu l'appel de Marseille. Mais ce dialogue aussi qui doit reprendre doit permettre d'apporter d'autres réponses à d'autres sujets structurants pour les départements. Madame la maire, vous l'évoquiez, le lien avec les métropoles et la question éminemment sensible de la refonte des fiscalités locales. Cela concerne bien entendu également, cher François Baroin, des communes. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dans 2 semaines, mais aussi potentiellement les régions. Tout comme un autre sujet évoqué avec le président de la République, celui de la mise en œuvre de la loi NOTRe,
mais aussi de ses assouplissements pragmatiques, que ce soit pour les communes et les intercommunalités, un rapport présenté hier par Mathieu Darnaud, Françoise Gatel, qui est là, et d'autres, ouvre un certain nombre de voies, tout comme un texte voté au mois de juin dernier, comme un texte qui sera débattu, à l'initiative d'ailleurs de Françoise Gatel, le 10 décembre prochain dans notre Assemblée. Les sujets sont donc denses, mais avant de les aborder devant vous, je voudrais vous faire part de ma conviction qui n'a fait que se confirmer au fur et à mesure de mes déplacements et de mes échanges avec les départements, 17 depuis la fin août, et encore au début de cette semaine, dans le département de Seine-et-Marne. Vous voyez, on n'était pas dans un département en déprise, en décroissance. Président Chenu, on était plutôt dans des départements en croissance. Nous avons, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, plus que jamais besoin des départements. Le département est un repère. En Bretagne, on dirait un amer pour nos concitoyens et un échelon de proximité indispensable pour la cohésion sociale et territoriale. Lors d'une rencontre de l'ADF au mois de mai à Paris, plusieurs présidents de départements avaient mis en évidence les innovations territoriales, cher André Viola, déployées par les départements, les actions en matière d'ingénierie, et je peux le mesurer dans mon département, les Yvelines, les mutualisations ou les coopérations interdépartementales qui permettent d'optimiser l'action publique. 2 journées passées avec les présidents des départements du Val-de-Loire m'ont démontré cette réalité ô combien. Oui, des mutualisations et des coopérations qui ne sont pas des opérations défensives, mais une manière renouvelée de projeter l'action des départements, de les renforcer. Lors de mes déplacements, j'ai aussi pu constater les coopérations à l'œuvre entre départements et d'autres niveaux de collectivités, régions, communes, intercommunalités, et évidemment les métropoles. Y compris quand le débat est vif, je l'ai vu en Haute-Garonne, où le département a signé avec la métropole une convention pluriannuelle d'investissement. J'ai également constaté la capacité de coopération et d'innovation entre départements et métropoles de moins grande taille ou des pôles métropolitains. Les 2 jours que nous avons partagés ensemble, cher Dominique Bussereau, autour du pôle métropolitain Centre-Atlantique, Charente-Maritime, ouest des Deux-Sèvres, Sud-Vendée, démontrent la pertinence de ces modes d'organisation. Loin de moi d'opposer les différents niveaux de collectivité, et notamment pas les départements aux régions ou aux métropoles. Il faut qu'on se le redise, les métropoles sont un atout important pour le développement et le rayonnement de notre pays. Mais la France ne peut pas se résumer aux seules métropoles, aussi dynamiques soient-elles. Pour reprendre la formule du général de Gaulle, la France c'est tout à la fois. Les métropoles ont bien sûr une responsabilité d'être des locomotives qui entraînent les territoires qui les entourent, bien au-delà du territoire métropolitain, vous l'évoquiez, Madame la Présidente de cette métropole. Je mesure particulièrement la sensibilité de ce sujet, je le dis ici en Bretagne, où la question, parce que prenant pied parfois après une traversée maritime brève dans l'île de Bas, la question de l'équilibre entre Est et Ouest en Bretagne est toujours présente. Et peut-être, Monsieur le Président de la région le sait, plus encore après l'arrivée du TGV à pleine vitesse jusqu'à Rennes. Oui, l'enjeu, c'est bien l'équilibre des territoires. La recherche d'un meilleur équilibre entre les métropoles et le monde rural, c'est une des préoccupations du Sénat. Tout comme on en parle trop peu, le devenir des petites villes et le devenir des villes moyennes, hors périmètre
métropolitains. Elles forment un réseau indispensable pour tenir et assurer le développement des territoires et des services notamment qu'évoquait le président Sauvadet il y a un instant. Dans le débat que le gouvernement a souhaité ouvrir sur l'articulation entre collectivités départementales et échelons métropolitains, pas question d'opposer métropole et département. Mais le gouvernement a mis en avant le modèle lyonnais. Mais le modèle lyonnais, il est parti de la volonté du territoire. Il n'est pas parti d'en haut. Il est parti à l'époque de deux personnalités, Michel Mercier et Gérard Collomb. Et d'ailleurs, n'a pas été imposé, même s'il s'est imposé à une partie du reste du département. Nous avons un autre territoire, le président Bussereau l'évoquait, où la collectivité départementale et la métropole paraissent souhaiter un rapprochement dans les Bouches-du-Rhône. Pour le reste, le gouvernement réfléchit de manière unilatérale à un rapprochement entre les départements et les 5 métropoles, en particulier celles de plus de 500 000 habitants. Des réunions, vous les avez évoquées, sont tenues à Matignon, à l'Élysée, sans les départements. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour construire une synthèse. En Loire-Atlantique, la métropole de Nantes a décliné le schéma envisagé par le gouvernement. La perspective de fusion, de rapprochement entre la métropole de Lille et le département du Nord a été officiellement abandonnée. Quant aux 3 autres situations, Gironde, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, je sais qu'elles sont défavorables, puisque j'en ai rencontré 2 d'entre eux et que j'ai adressé un message à la 3e, à un projet de fusion sur le territoire de la métropole qui pourrait remettre en cause pour eux les solidarités territoriales. Alors, je sors de mon papier et je prends des risques. Cher président Bussereau, vous le savez, le président de la République a dit, mais au fond, c'est le Sénat qui décidera. Non, ce n'est pas le Sénat qui décidera. Bien sûr, nous déciderons. Mais c'est à vous de décider. C'est ma vision des choses. Et je ne prendrai jamais, je ne proposerai jamais à mes collègues sénateurs, après ils font ce qu'ils voudront, une espèce de formule où quelque part la verticalité de l'État serait déplacée vers la verticalité d'une assemblée parlementaire qui certes a la vocation de vous représenter, mais qui n'oublie pas qu'il vous représente. Donc il y a déjà ma réponse, M. Bussereau, au président de la République. Oui, partons des projets des territoires. N'est-ce pas la bonne démarche que de partir des territoires? Est-ce que ça n'est pas ça un vrai pacte girondin, de partir de la volonté des territoires? Le faire dans le concret et pas dans les discours. C'est pourquoi nous accompagnerons en lien avec votre Assemblée des départements de France les démarches des départements qui souhaitent innover en se rapprochant des métropoles, tout comme ceux qui privilégient d'autres voies d'innovation territoriale fondées sur la coopération, plutôt que sur des opérations de fusion-absorption. Moi, j'ai un principe, confiance dans les élus, confiance dans les territoires. Parce que derrière vous, ce n'est pas qu'une structure, comme on l'entend parfois dans des grands débats le soir, avec des éditorialistes qui ont une immense expérience locale, comme chacun sait. Derrière vous, c'est tout simplement des citoyens dans leur vie quotidienne. Et ces citoyens dans leur vie quotidienne, vous les représentez, et au travers de vous, nous les représentons aussi, parce que la collectivité territoriale, cher François Baroin, le maire à portée d'engueulade, c'est cette réalité du quotidien, quelle que soit la taille de la commune, que nous vivons. Alors, nous misons sur les projets des territoires. La même logique vaut pour les départements qui souhaiteraient soit fusionner, soit avoir une nouvelle forme d'organisation des compétences. Je pense aussi, j'aperçois nos amis du Bas-Rhin, peut-être que le Haut-Rhin n'est pas loin,
Et ils sont souvent ensemble. Je les reçois comme les gendarmes, en parité et en binôme. Oui, je crois qu'on a pu trouver avec le gouvernement un accord qui rassemble autour de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace en le faisant dans le cadre, y compris des textes actuels. Il y a aussi des souhaits de fusion. Monsieur le président du conseil départemental des Yvelines avec les Hauts-de-Seine. Alors là, nous ouvrons un autre sujet dont je dois dire que la gestation est assez comparable à celui d'un pachyderme. Je suis vétérinaire, donc à dépasser les 631 jours. C'est l'avenir de la métropole de Paris, sujet à mon avis dont on parlera, comme le fut du canon à refroidir, un certain temps. Alors, mes chers amis, oui, n'attisons pas les concurrences. Ce principe vaut tout autant en matière financière. Pardonnez-moi d'être un peu long, mais je crois que sur ces sujets... Hier soir, votre bureau a reçu, je l'ai bien entendu, une proposition du gouvernement concernant les allocations individuelles de solidarité et la question si sensible, parce que c'est d'abord aussi une question humaine des mineurs non accompagnés. Cette question, d'ailleurs, je l'évoquais hier avec le président du Sénat de Côte d'Ivoire. Nous avons parmi les mineurs, aujourd'hui, 3500 jeunes Ivoiriens. Et il me disait lui-même, puisque nous allons prendre une initiative entre Sénat d'Europe, que j'ai l'honneur de présider pour une année, et les deuxièmes chambres africaines qui sont en train de naître, souvent d'ailleurs, pas simplement pour rassembler les territoires, mais pour trouver des équilibres entre ethnie, religion. Il me disait, mais au fond, ceux qui partent, c'est nos futurs acteurs de développement. Et il me disait, il faut qu'on trouve des solutions ensemble, pour pas simplement être dans des doubles fatalités. Moi, je reçois, me disait-il, les mineurs du Burkina Faso et du Mali, et vous recevez ceux que nous avons pour partie formés et qui s'en vont, et qui ne seront pas au rendez-vous du développement. Oui, revenons à ce que le gouvernement vous a proposé hier. Cette contribution financière de l'État est attendue, nécessaire. Il y a urgence financière. Le président Bussereau disait que plus d'un quart des départements connaissent des situations particulièrement inquiétantes et tendues. Je tiens également à souligner l'esprit de responsabilité et de solidarité qui prévaut entre les départements par le biais de la péréquation interdépartementale. Mais la proposition du gouvernement, si elle peut apporter une aide d'urgence bienvenue, ne signifie pas à mes yeux que les problèmes de fond soient réglés. Vous l'avez dit clairement, c'est sans doute en deçà de vos attentes, mais je crois qu'il faut qu'on règle les sujets au fond. Nous serons naturellement attentifs à votre motion. Mais le vrai test aussi sera la volonté de dialogue du gouvernement sur le chantier de la refonte de la fiscalité locale. L'État ne peut plus jouer les collectivités les unes contre les autres. Et je le dis devant François Baroin, parce que ça aurait été aussi simple de lâcher ce qui s'est passé avant Marseille, puis à Marseille, est un signal extrêmement fort. Et je pense que c'est la bonne attitude. Oui, l'État doit travailler dans la cohérence et la clarté avec les 3 niveaux de collectivité. Je voudrais simplement vous dire que nous en sommes au 6e scénario en 10 mois. 6e scénario en 10 mois de compensation pour les communes et interco d'une décision dont je ne discute pas de la légitimité. Elle faisait partie du projet présidentiel. Moi, je suis un démocrate, je respecte. Mais de suppression de la taxe d'habitation. Je veux simplement dire que dans les scénarios d'aujourd'hui, il y a une constante, et je ne le dis pas parce que je suis devant l'ADF, le département et la collectivité qui pourraient ressortir la plus fragilisée d'une réforme qui ne se ferait pas dans le cadre d'un dialogue
partagée. Au fond, cela conduirait à une dévitalisation financière des départements et pourrait entraîner des crises à répétition. C'est un sénateur qui l'a dit, il s'appelle Alain Richard et il n'est pas suspect de chercher à compliquer les choses. Je suis persuadé que dans notre système politique, qui n'est pas celui d'un État fédéral, il ne peut pas y avoir de pouvoir politique autonome sans une part de pouvoir fiscal. Je vous le dis, voilà pourquoi nous comparer Sénat ou Bundesrat et dotation allemande et dotation française, nous sommes deux natures d'État très différentes. Le pouvoir politique ne s'exerce pas dans la simple gestion des moyens financiers procurés ou concédés par d'autres. Je crois que c'est un point fondamental. Alors, nous avons demandé, j'ai demandé, le président Bussereau peut en porter témoignage, au président de la République d'écrire ensemble le scénario final, suivant le synopsis qu'il nous avait proposé au Congrès des maires en novembre 2017. Et comme je préfère la citation, je vais revenir au texte du président de la République devant le Congrès des maires. Et il disait, je cite, « Je veux garantir pleinement votre autonomie financière et fiscale. À l'issue de la réforme, je veux que les collectivités territoriales, c'était le Congrès des maires, mais il parlait aux collectivités territoriales, aient retrouvé leur autonomie fiscale pleine et entière. » Fin de citation. Voilà une bonne base pour engager nos discussions. Je le dis parce que nous devons travailler ensemble. Naturellement, les deux commissions des deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, au travers de leurs présidents, de leurs rapporteurs généraux, de leurs rapporteurs spéciaux, les trois grandes associations d'élus et naturellement l'exécutif. Ça ne veut pas dire qu'on convergera sur tout. Il pourra y avoir des points de désaccord, mais c'est une méthode de travail. Je vois que la conclusion que proposait le président de la République est une conclusion qui peut former l'arc-boutant d'une méthode et des objectifs. Mais je vous le dis, mes chers collègues, nous aurons un problème de calendrier. Mais, discussion au Sénat. Avril, discussion à l'Assemblée nationale. Il nous faut donc, pour le 15 mars, c'est-à-dire nous y mettons tout de suite, c'était ma demande, sans tarder, en tous les cas, dès le début du mois prochain, à nous mettre autour d'une table ensemble, à entendre et voir les simulations des uns et des autres, mais peut-être aussi avoir des simulations autonomes. Monsieur Barouin, vous connaissez bien ce genre de choses. Je vous rappelle que sur la réforme de la DGF, entre les simulations de Bercy et celles que nous avons commanditées à un cabinet extérieur, il y avait des vraies différences, mais que la vérité était plutôt de notre côté et qu'il est important que nous travaillions avec méthode et pas simplement par courrier interposé, que nous nous mettions autour de cette table de cette manière-là. Oui, je voudrais revenir d'un mot à Marseille, parce que moi je crois profondément à la décentralisation. Dans l'esprit d'ailleurs de la réforme constitutionnelle de 2003, celle voulue par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, une république une et indivisible, vous pardonnerez aux gaullistes que je suis de croire profondément à cette première affirmation, mais aussi décentralisée. Il n'y a pas d'antinomie. Pas plus qu'il n'y a d'antinomie à des formes de différenciation territoriale si nous savons garder le principe d'une république une et indivisible. Alors, c'est vrai qu'à Marseille, je suis resté un peu interrogatif quand j'ai compris qu'une décentralisation réussie serait celle qui accepte les désaccords. C'était les propos du Premier ministre à Marseille. Où la décentralisation est une chimère si les collectivités n'ont pas les moyens de mener à bien leur politique publique, si elles sont placées sous contrainte permanente
Et il nous faut impérativement, je ne suis pas du tout hostile au contrat, mais le contrat unique, universel, je peux le mesurer, qui ne fait aucune différence entre fonctionnement, investissement, évite, j'allais dire, empêche tous les transferts, tout ça n'a pas de sens. Ça doit être aussi une décentralisation qui respecte les élus locaux. Je ne reviendrai pas, François Sauvadet l'a dit, sur ce hashtag, mais méfions-nous. Les seuls qui sont nourris sont les populistes. Les seuls qui sont nourris, au fond, c'est ceux qui n'aiment pas la démocratie. Et nous devons être attentifs à cela. Alors, il est vrai que nous vivons aussi une période complexe, où nous voyons un État, y compris pour gérer une crise de relations au moment de l'explosion du prix de l'énergie et des carburants, se défausser sur des collectivités, ou après les avoir critiquées, les prendre en exemple, mais pour dire tout le monde paiera en lieu et place. Je voudrais simplement dire quelque chose. Je ne suis pas sûr que vous lisez le journal officiel de la République tous les matins avec l'attention absolue qu'il mérite. Que disait le rapporteur général du budget le 24 novembre 2017 ? On peut bien sûr augmenter fortement la fiscalité écologique, et nous y sommes. J'allais dire, c'est un sujet qui mérite attention, lorsque le prix du baril est bas. Mais dès lors que le coût de l'énergie augmente fortement, cela peut avoir des incidences qui doivent nous amener à revoir la trajectoire. Voilà pourquoi nous n'avions pas voté. Et par référence sans doute à la Bretagne, mais pardonnez-moi, du côté de Carré, vous voyez à quoi je pense ? Qu'est-ce que disait le rapporteur Jean-François Husson? Il disait « Nous ne voudrions pas voir naître une nouvelle vague de bonnets rouges. » 24 novembre 2017, je crains un certain 17 novembre 2018. Voilà pourquoi, sur ces sujets, le gouvernement ne peut pas non plus se défausser ni sur les entreprises, ni sur les régions. C'est, me semble-t-il, à chaque région de décider si oui ou non. Et je trouve que l'approche du président de la région des Hauts-de-France est intéressante, mais c'est sa décision. Elle vient de son assemblée délibérante. Elle n'est pas imposée. Voilà pourquoi j'ai demandé que, au moment où nous examinons la loi de finances, nous revenions au principe de l'annualité. Alors, je crois qu'il nous faut rester fidèles à l'esprit de Marseille, défendre la libre administration, l'autonomie financière. Nous allons avoir un rendez-vous au mois de janvier, puis au mois de mars, c'est la révision constitutionnelle, les lois organiques. Ce rendez-vous, le gouvernement a souhaité qu'on aborde la question des collectivités territoriales. Je ne reviens pas sur la question majeure des droits du Parlement, mais j'insiste sur un aspect très important, cher président Bussereau, la territorialité. Pour nous, le département et la collectivité à statut spécifique, c'est le lieu d'élection, étymologiquement et politiquement, des députés et des sénateurs. Ça n'exclut pas quelques approches pour quelques pourcents, mais je parle fondamentalement de cette relation avec les territoires. Oui, je crois aussi, et le rapport d'hier le montre, que la subsidiarité et la proximité sont des valeurs cardinales pour les temps qui viennent. Je vous le dis, je crois qu'il est de plus en plus moderne de défendre la réalité départementale. Et on le voit bien, me retournant vers nos amis alsaciens. Quand on lit le rapport du préfet Marx, il explique que s'il n'y avait pas les départements dans une grande région, M. Barouin, auquel appartient la si belle ville de Troyes, eh bien, il y aurait sans doute de très grandes difficultés à retrouver des équilibres nouveaux pour les territoires. Alors, vous le disiez tous deux, plus de démocratie, André Viola, François Sauvadet, c'est plus de décentralisation. Je crois que c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Je dis les choses avec calme, plutôt ma nature, détermination,
Et je vais vous dire là-dessus, on ne lâchera pas. Vive le département, vive la République et vive la France! Mes chers amis, je remercie beaucoup le président du Sénat de ce message. Comment allons-nous maintenant poursuivre ce congrès? On va faire une interruption de nos travaux pour permettre à vous tous de visiter le village de nos partenaires, de déjeuner rapidement. Et à 14 heures, cher président du Sénat, sous votre parrainage et votre patronage, nous nous retrouvons avec François Baroin et Hervé Morin qui s'exprimeront au nom des communes et des régions, et nous signerons la charte des territoires unis. Oui, le président du Sénat a confondu Emmanuel, le président de l'agglomération, et Nathalie. Il avait choisi une jolie femme. Emmanuel, on ne peut pas lui en vouloir, tu seras d'accord avec moi. Voilà, mes chers amis, vous avez un moment pour rencontrer les journalistes, rencontrer les exposants, parler avec le président du Sénat, avec Jacques Toubon, et nous nous retrouvons à 14 heures précises. This is a